Bienvenue dans l'espace de campagne, votre nouveau rendez-vous programmé spécialement à la campagne électorale en vue du scrutin du 12 octobre prochain. Et vous l'avez donc compris, c'est un espace réservé, dédié aux candidats à la présidentielle ou encore à leurs représentants qui viendront ici sur notre plateau Global LTV en 26 minutes chrono parler de leur programme politique. Pour cette édition, j'ai le plaisir d'être avec Junior Abena, à qui je vais laisser le soin de se présenter lui-même. Bonjour Monsieur Junior Abena. Bonjour Inès, c'est un plaisir d'être partagé ce premier plateau, cette nouveauté avec l'ensemble de vos téléspectateurs. Le plaisir est partagé. Et le monde qui nous suit sur Global LTV. Alors, en quelques mots, qui est Junior Abena? En quelle qualité on le reçoit sur ce plateau de Espace de campagne? Bien, je suis Junior Abena, je suis communicant pour l'Union pour le changement UPC 2025, l'Union pour le changement au Cameroun, et qui porte donc la candidature de M. Issa Chiroma Bakary, qui est en course pour la présidentielle 2025. Donc, je suis là pour apporter des éléments, pour conforter l'électorat, dans le choix de ce candidat qui est un choix de ralliement, c'est-à-dire un choix de rupture, un choix de reconstruction, un choix qui vient complètement d'abord pour la transition, parce qu'il faut une transition pour espérer être dans la logique du changement. Et dans ce changement-là, il faut donc rebâtir à partir d'une forme de refondation structurelle d'un ensemble de choses qu'on aura le temps de déblayer ici. Justement, on aura le temps d'en parler, ce sera juste après la transition. Donc, de retour sur le plateau, on est bien sûr avec Junior Abena. Dites-nous, de prime abord, pourquoi est-ce que les Camerounais devraient faire confiance aujourd'hui à Issa Chiroma Bakary, qui a fait plus de 30 années au sein du pouvoir RDPC, dont il est concurrent en face aujourd'hui dans cette course à la magistrature suprême? Oui, c'est vrai, M. Chiroma a été membre, a été dans le gouvernement dans le gouvernement de M. Biya, comme beaucoup de Camerounais, beaucoup d'administrateurs, beaucoup de fonctionnaires. Mais il faut dire, M. Chiroma a une particularité, c'est que c'est quelqu'un qui a il a subi les frasques, il a subi une des mésaventures avec ce régime. Mais sauf que c'est quand même un monsieur qui a aussi un savoir-faire. Il a apporté son expertise dans des structures d'État. Et fort de cela, il a été également appelé à apporter également sa pierre à l'édifice dans le gouvernement. Vous savez, le gouvernement, c'est pour le peuple, c'est pour le pays. Le pays est en construction depuis l'indépendance, donc on a besoin des expertises. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est aussi comptable, peut-être, mais il faut savoir qu'il y a une hiérarchie dans un gouvernement. Et vous pouvez bien faire d'apporter vos idées, mais si elles ne prospèrent pas, vous restez noyé dans un système qui a une vision et une perspective. Et nous savons aujourd'hui que la vision du RDPC, incarnée par son président, c'est une vision néocoloniale. Vous voyez qu'on parle du libéralisme, c'est en fait ça qui est toujours implémenté. Et si vous venez avec d'autres logiques socialistes ou communistes, ou bien même d'autres courants, vous avez du mal à implémenter cette vision au cœur d'un régime qui a lui déjà été catalogué et qui reçoit également des instructions des grandes puissances, notamment de la France. Je ne vous coupe pas, Monsieur Junior Abena, 30 années au pouvoir et c'est à moins de 2 mois des déclarations de candidature que votre candidat se rend compte ou alors tourne le dos, comme on l'a communément dit, au RDPC. Comment est-ce que vous parvenez, comment vous vous déployez sur le terrain pour convaincre les jeunes Camerounais que Issa Chiroma est véritablement le candidat de la rupture, comme vous le dites? Il est candidat de la rupture parce qu'il a accepté le manifeste, il a accepté le manifeste, la proposition que nous avons faite dans le manifeste, il a signé ce manifeste de l'Union pour le changement. Voilà donc, c'est un candidat qui a, puisque tous les leaders ont été ensemble depuis très longtemps. Il faut savoir que aujourd'hui nous sommes un peu dans une finalité où le peuple découvre, mais en réalité, tous les leaders politiques, et même M. Chiroma, tous savent le contenu de ce qu'il faut faire pour bousculer un système du RDPC qui est une machine à tuer, à broyer. Mais il fallait donc être déjà un candidat admissible à cette présidentielle. Et de deux, il fallait également
accepté dans ce manifeste où il y a 6 grands chantiers, c'est-à-dire qu'il y a un programme commun de transition d'abord et de reconstruction. Donc il accepte de faire 3 ans à la tête de l'État s'il devient président, et après 3 à 5 ans, et pendant ces 3 à 5 ans, c'est le temps nécessaire pour la transition avec un gouvernement qui va mettre en place pratiquement d'union nationale, et après ça, donc maintenant, pendant ce moment-là, nous mettons en base donc, un ensemble de réformes structurelles que j'aurai le temps de vous présenter ici, et pour bâtir donc dans une reconstruction générale du Cameroun. Le Cameroun n'a jamais eu une véritable boussole. Vous savez que nous sommes un peu ce qu'on a appelé des républiques bananières, des républiques, c'est-à-dire des néocolonies. Donc ça, ce sont vos propos. Non, il faut s'affranchir. Vous voyez, nous sommes encore sur le jour du CFA, des accords. Donc si on ne dit pas clairement au peuple que le Cameroun, en fait, même ce régime RDPC qui est resté longtemps, en fait, c'est des volontés qui ne sont pas seulement, même ces volontés des dirigeants, mais c'est impulser une vision qui est transversale, qui vient de l'extérieur, et notamment les grandes puissances, telles que la France, l'Union européenne, qui nous impose, par exemple, les APE et beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi il fallait trouver un candidat qui peut être d'accord sur cette plateforme-là, d'accord sur ce manifeste, cet ensemble d'éléments, et maintenant que lui également est un poids politique, il est également une machine qui puisse porter sa candidature au cœur du pays, c'est-à-dire qu'un maillage et puis un bastion électoral. Donc tout ça concourt à ce qu'il soit un candidat réellement, un candidat de ralliement. Voilà pourquoi tout le monde aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus d'une trentaine d'associations, de syndicats, de partis politiques autour de cette plateforme pour soutenir. Et même d'autres candidats, d'autres partis politiques qui, par exemple le MRC, dont le leader a donné n'a pas donné un mot d'ordre officiellement pour un candidat, mais aujourd'hui, je peux vous dire que la plupart des lieutenants, des hauts placés du MRC sont en train de se mettre dans le ralliement, parce que c'est une cause nationale, c'est une cause populaire, et quand le peuple retrouve la logique de sa défense, la logique de son aspiration, on pense que c'est tout à fait logique de se rallier et d'apporter ce soutien pour basculer et apporter une rupture systématique à la réponse. Alors on va parler directement, on va aller de plein pied en ce qui concerne la réelle raison de votre venue sur ce plateau. Dites-nous sur quoi repose le programme politique du FSNC. Bon, c'est un programme que le FNCC a adopté, c'est le programme de l'Union pour le changement. Voilà, on appelle ça, ils ont appelé les grands chantiers, les grands chantiers pour la transition et pour la reconstruction. Dans ces chantiers-là, il y en a 6 qu'on a énumérés, et le premier chantier, c'est d'abord les priorités au niveau politique, tout ce qui est priorité politique, c'est-à-dire mettre en place, ramener d'abord la paix au Cameroun. La paix veut dire une forme de sécuriser, il faut sécuriser le pays et apporter des réponses par rapport aux crises. La crise du Nozo, il faut une assise nationale, il faut des états généraux, il faut de grands dialogues inclusifs pour permettre à ce que les enfants du pays puissent d'abord se parler. Alors comment est-ce que vous comptez implémenter ce grand dialogue et faire en sorte que le miracle s'opère, puisqu'on a déjà eu un grand dialogue qui n'a pas fonctionné, et vous, tous les candidats en parlent. Quelle sera votre stratégie à vous pour que... Le grand dialogue qui a été implémenté par le GMDPC n'était pas inclusif. Vous voyez que les leaders n'étaient pas présents. Donc c'était en réalité une histoire de petits copains, des amis qui se retrouvaient. Et puis il n'y avait pas une... La preuve, même les recommandations et tout ça, il y a beaucoup de recommandations qui n'ont pas été prises en compte jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que c'était un grand dialogue. On a voulu, la société civile et les politiques camerounais se sont relevés pour dire de mettre en place, mais le régime a fait un habillage. Et nous ne sommes pas là pour l'habillage, nous sommes là pour la réalité. Alors, quand on parle de grand dialogue, c'est-à-dire que tous les partis prenants doivent être sur la table. D'abord, il faut qu'eux-mêmes, d'abord les anglophones entre eux, se comprennent, parce qu'il y a des fractions. Voilà. Donc, et maintenant, il faut que ce grand dialogue soit inclusif, où nous parlerons également de la forme de l'État. Parce qu'ils sont allés à Yaoundé, au palais de Congrès, ils n'ont pas parlé de la forme de l'État. Vous avez vu que même deux membres du gouvernement se sont étripés à travers les médias interposés. Vous dites que non, on parlera de tout sauf de la forme de l'État. Donc, en réalité, ce n'était pas ça le vrai grand dialogue. Donc, au-delà de ça, nous, on va parler également de réconcilier les Camerounais, examiner également
ramener en place une conscience nationale pour le patriotisme. Et ça, nous allons honorer la mémoire de nos héros. Vous savez que le Cameroun a beaucoup d'héros. Énormément. Et qui sont complètement gommés et effacés et minimisés. Et normalement, l'histoire n'est pas racontée dans les manuels et même dans nos amphis et dans nos établissements. Il faut ramener cette mémoire collective là, pour que d'abord la jeunesse puisse s'approprier de tout ce que et nos moi, j'en héros... connais des manuels scolaires qui parlent de certains de nos héros qu'on a étudiés à l'école d'ailleurs. Mais il va vous surprendre en vous disant qu'ils sont une pléthore qu'on ne connaît pas, qui sont restés dans les tiroirs. Et lorsqu'on dira aux Camerounais qu'il y a eu tel héros qui a fait ça, qui était à l'origine d'un ensemble de choses, ça me donnera un sentiment d'appartenance, un sentiment, c'est-à-dire que les jeunes vont avoir un peu une identité camerounaise, se reconnaître. Vous voyez, on parle de plus en plus de modèles, et les jeunes ne se retrouvent pas. Ils peuvent peut-être prendre des modèles des joueurs de football, des artistes, mais ce sont des modèles éphémères. Mais des modèles comme les héros nationaux qui ont fait l'histoire de ce pays. Vous voyez par exemple l'histoire d'Amadou Ahidjo, elle est en train d'être gommée. Vous voyez ce qui s'est passé dernièrement dans une ville à l'ouest du Cameroun. On a changé les enceintes, c'est-à-dire l'adressage d'une rue, et puis une rue Amadou Ahidjo pour baptiser rue Paul Biya. Ça veut dire qu'on est en train d'effacer son histoire. Ces restes sont toujours à Dakar, au Sénégal. Pourtant, il est le premier président du Cameroun. Donc, il y a cet ensemble de choses qu'il faudrait revoir. Voilà pourquoi, en dehors de cet aspect qui est politique, il faut également mettre en place l'audit complète et surtout indépendante des comptes de l'État. Il faut auditer l'État du Cameroun, savoir qui a fait quoi, quelles sont les ressources du Cameroun, où sont nos ressources, comment nous sommes appelés à les exploiter et voir donc et faire donc un état financier d'un ensemble de choses. Vous pensez que ce n'est pas encore le cas, qu'il n'y a pas un audit Les ressources du Cameroun ne sont pas assez déclarées parce que vous savez que, je vais vous donner un exemple au niveau de l'exploitation, l'extraction des minéraux, des mines et tout ça. Nous, le Cameroun, l'État du Cameroun est en train d'être chassé des NITI, l'initiative de transparence pour les industries extractives, parce que nous ne déclarons pas effectivement ce que nous avons. Et puis, dans cette forme de nébuleuse ou bien d'opacité, ça fait que le Camerounais ne sait pas ce qu'il a en termes de patrimoine. Donc il faut d'abord auditer ce qui est, auditer ce qu'on exploite déjà et auditer également le potentiel que nous avons pour pouvoir également être incitatif, attractif à l'international pour qu'il y ait des capitaux qui viennent pour investir dans ce pays. Il y a autant de choses. Et en plus de ça, il faut... En dehors de faire toute cette inventaire des ressources naturelles, des ressources minières, il faut maintenant passer à la réforme institutionnelle qui est hyper importante parce que là, on parle là de la loi fondamentale. Il faut revoir donc tout ce qui est comme... il faut renfermer la souveraineté nationale et voir la forme de l'État. Vous savez que dans la grande discussion que nous aurons dans ce grand dialogue, on verra si le Cameroun va rester un État décentralisé avec l'État que nous voyons, ou bien nous passons au fédéralisme. Il faudrait que tous les partis apportent des arguments pour qu'on adopte un modèle et qu'il soit un modèle qui puisse être mieux implémenté. Et voilà pourquoi il faut également éradiquer tout ce qui est corruption, voilà, et mettre en place une véritable bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, c'est tout ce qui manque au Cameroun. Vous savez que nous sommes les champions. Il y a tout un chapelet de curiosité planétaire. On parle de corruption, de gabégie, voilà, tout ça. C'est parce que c'est un système qui a mis en place une sorte il y a un copinage, il y a un laisser-aller, un laxisme, et puis l'État est dans une sorte de procrastination avec des vieillards qui restent toujours accrochés aux affaires. Pourtant, il ne peut plus être en fonction selon un ensemble d'éléments. Voilà selon vous, l'âge limite, c'est une parenthèse, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez vieillard? Un vieillard qui est toujours aux affaires. Il faut avoir maximum quel âge pour aller en retraite? Vous savez, la retraite, c'est une question de logique et de physiologie. Et
il y a un expert, M. Akeremouna, maître Akeremouna, qui a retiré sa candidature malheureusement, oui, mais qui a poursuivi la candidature du président Biya au niveau du Conseil constitutionnel. Il a inouï un chapelet d'incongruité. Il a mis la candidature du président Biya en question, il a remis la candidature en question. Il a parlé d'un ensemble de choses. Du point de vue de son âge. Du point de vue de tout, c'est-à-dire que les capacités cognitives, il a parlé de tout ça. Mais on peut avoir des personnes âgées, elles sont âgées, mais l'entretien fait en sorte que on ne se rend pas compte qu'elles sont âgées parce que l'intellect répond toujours. C'est une parenthèse. Hein. Vous êtes une brillante journaliste. Vous voyez, moi, je vous accorde ça. Mais vous savez, nous avons lancé la campagne présidentielle depuis plus de 4 jours. Mais le candidat pour le Biya n'est pas dans le pays, il n'est pas dans le territoire. À moins que vous m'apportez la preuve de contraire. Mais moi, je n'oserais. Hein. Bon, vous voyez que c'est autant de choses. Nous aurons peut-être accepté qu'il soit à l'Assemblée générale des Nations Unies. Une surprise. Qu'est-ce que vous en faites? Non, officiellement, M. Biya est en séjour en Suisse. Officiellement. On a vu à la télé, il est parti. Mais s'il revient au Cameroun, officiellement, on dira que le président est revenu. Mais voilà une campagne présidentielle. Vous voyez même que cette forme de moquerie de basse étage. C'est-à-dire un je m'en foutisme, et puis il y a une forme de suprématie que non, de toutes les façons, j'ai mon public, j'ai mon peuple, j'ai mon électorat, je serai voté. Donc cette procrastination-là, parce qu'il y a un moment où ça ne tient plus. Il faut être sincère. On a vu les Omar Bongo, on a vu beaucoup de chefs d'État, on a vu même Ali Bongo, on a vu tous ces présidents qui font des ballets dans des grands hôpitaux en Europe, mais à la fin, ça ne tient pas. Bon, on va revenir certainement sur votre programme, oui, puisque c'est l'essentiel. Donc, on poursuit avec le programme que vous portez. Dans ce programme-là, de la réforme des institutions, il y a également doté le code de nationalité qui va intégrer également et pleinement la diaspora. Le code de nationalité avec la multinationalité. Vous voyez, la diaspora camerounaise, elle est porteur, c'est-à-dire qu'elle nous apporte, la diaspora apporte des revenus consécutifs dans le budget même de ce pays, parce que si on parle rien que en termes de transfert, c'est énorme. Si on parle en termes de ressources, vous voyez, moi j'ai des amis en Allemagne, beaucoup sont des médecins, c'est des Camerounais, vous voyez. Donc on a une forme d'ingénierie planétaire, une ressource qui est inexploitée. Et quand ils veulent même venir dans ce pays, les conditionnalités sont telles que c'est tellement difficile. C'est-à-dire que pour arriver au Cameroun, il faut les visas, il faut des billets d'avion, il faut tellement de choses. Et le séjour n'est pas aussi garanti parce que les infrastructures, les hôtels et tout ça, il y a un ensemble de choses. Donc quand le pays n'est plus attractif, même notre diaspora, déjà, elle peut couvrir en termes de feedback touristique un potentiel énorme. Donc voilà pourquoi il faut libéraliser ce secteur-là et permettre à ce que les Camerounais de la diaspora, puisqu'au niveau du football, notre équipe nationale, ce sont des binationaux, trinationaux. Pourquoi maintenant on accepte ça pour le football, les lieux indomptables, mais on ne peut pas l'ouvrir pour les hommes d'affaires et pour d'autres secteurs? Voilà pourquoi il faut revoir cette loi-là, ce code de nationalité pour intégrer plus largement l'ensemble des Camerounais et le potentiel que nous avons à l'étranger. Il faut également se mettre en place, éradiquer la corruption, je l'ai dit, instaurer la bonne gouvernance et surtout venir donc maintenant dans le domaine d'économie. Le domaine de l'économie, il faut la réforme structurelle. La réforme structurelle, elle commence d'abord par renforcer notre souveraineté économique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire le Made in Cameroun. Vous savez, le président a dit plusieurs fois, consommons camerounais, consommons camerounais. Le président Biya, il a dit, mais vous savez bien qu'il ne prêche pas par l'exemple. Vous voyez cette forme de gabégie. Voilà, on vit dans l'importation, tout est importé, les meubles sont importés, dans les bureaux, les administrations, tout est importé, les voitures, vous voyez le parc automobile de l'État, tout ça. Donc, on ne peut pas encourager le Made in Cameroun en ouvrant les frontières, en permettant à ce que la concurrence internationale vienne broyer même de petites
tissu économique qui nous reste encore, parce que vous savez, ils ont bradé toutes les sociétés pendant la période de tout ce qu'il y a eu comme ajustement structurel et tout ça, donc les déflatés et tout ça. Bon, aujourd'hui, toutes ces sociétés d'État sont fermées, le peu qui restait là ne peut même pas renforcer le tissu économique. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est les opérateurs du secteur privé qui essayent de soutenir, mais ne peut pas absorber globalement l'ensemble de la main-d'œuvre et l'employabilité du Cameroun. Donc il faut revoir tout ça. Et dans cette réforme économique, il faut aussi jeter les bases d'une économie industrialisée et surtout le digital. Le digital, si on ne parle pas du digital, c'est qu'on est complètement à côté de la plaque. Vous voyez que nous avons des retards aujourd'hui quand on parle des lenteurs administratives. C'est parce que nous sommes toujours dans le domaine des éléments, on parle toujours des documents factuels, il faut avoir des documents physiques, vous voulez faire un concours, un dossier, il faut vous présenter vous-même. Or, aujourd'hui, nous voyons qu'avec la digitalisation, il y a un facteur temps, il y a un facteur rapidité, il y a un facteur qualité, il y a un facteur sécurisé qui est mis en place pour permettre à ce que il y a d'abord une qualité de réponse en termes de prestations, et puis il y a aussi la fiabilité et la sécurisation de nos données. Voilà pourquoi il faut et aujourd'hui on parle de plus en plus de l'IA. Donc il faut revoir tout ça dans notre économie, tous ces facteurs et ces vecteurs qui puissent engendrer, qui puissent nous mettre, valoriser le développement économique, ça il faut mettre ça en place et cela va aussi en droite ligne avec les grands projets structurants qu'il faut maturer. Donc, assurer également la meilleure répartition des fruits de la croissance. Ça, il faut le faire parce que les Camerounais veulent voir les fruits de la croissance. Quand on dit que le Cameroun est un exportateur de pétrole, on ne voit pas là où le pétrole du Cameroun part. Le pétrole du Cameroun est exporté. Et puis nous on importe le carburant. Vous voyez, c'est un contraste terrible. Donc il faut remettre en place toutes ces usines de raffinage. Aujourd'hui, les usines de raffinage, c'est partout. On a le Nigeria avec Dangote qui a mis en place une méga structure de raffinage. Pourquoi le Cameroun ne peut pas réhabiliter simplement la Sonara qui est là brûlée, qui est démantelée depuis plus de 5 ans. Et ça, cette catastrophe-là, ça pose un problème parce que le carburant, quand il coûte cher, il crée une inflation et l'inflation impacte directement les foyers à revenus modestes et du coup le prix, tout augmente, le transport et tout, donc ça a un effet, ça a une incidence gravissime dans l'ensemble de notre écosystème économique. Donc voilà pourquoi il faut revoir tous ces aspects-là et mettre en place une véritable transformation structurelle avec les grands projets structurants et tout ça. Il faut implémenter ça dans le programme ça c'est le programme de l'Union pour le changement. Et ça, il faut le faire. Et M. Tiroma, nous pensons qu'il peut démarrer avec un ensemble d'éléments comme ça pour booster l'économie et créer également une forme d'incitation. Et vous voyez les capitaux à l'étranger, beaucoup veulent venir, mais le Cameroun n'est pas une adresse, n'est pas un bon risque, parce que les stabilités, vous voyez, quand il y a la guerre, quand il y a tout ça, et il y a une population il y a un malaise social, les investisseurs ont du mal à venir. Donc il faut mettre en place une accalmie et créer des conditionnalités pour que nous ayons un flux d'investissement au Cameroun pour apporter donc cette plus-value et un décollage économique certain. Alors, Junior Abena, la jeunesse dans votre programme est très souvent citée. La jeunesse qui constitue d'ailleurs la grande majorité de l'électorat camerounais. Quelles seraient les 100 premières priorités que vous proposez pour cette jeunesse qui vous regarde et qui vous écoute en ce moment? Voilà, ça c'est dans la réforme sociale, dans tout ce qui compte. Vous savez, quand j'ai ignoré en termes économiques de la digitalisation, c'est que même dans les programmes scolaires, il faut déjà introduire l'informatique. Vous voyez, aujourd'hui, c'est fait de façon marginale. Les élèves vont dans les salles d'informatique, ils font 1 heure par semaine, 2 heures. C'est marginal. C'est comme si on les amenait juste pour une forme de récréation. Or, l'informatique aujourd'hui, vous voyez, je vais vous surprendre, d'ici 5-10 ans, un élève est censé aller à l'école juste avec une tablette. Ce sera suffisant.
C'est-à-dire, il vient à l'école avec sa tablette, il est connecté, le professeur a un écran comme celui-ci, et puis tout se passe là, en interactivité, et puis voilà. Vous repartez à la maison, si vous n'avez pas compris certaines explications, il faudrait maintenant aller sur des plateformes, ou bien il y a des forums où il y a d'autres explications complémentaires. L'école de demain, ce ne sera plus la craie, ce ne sera plus le fouet, ce ne sera plus ce que nous voyons là, le camp sur l'arbre, les enfants qui sont dans des salles délabrées. Vous voyez au nord du Cameroun, il y a des images qui ont circulé comme ça, ce n'est pas jouissif, ça ne réjouit pas. On a l'impression qu'il n'y a pas d'intelligence au Cameroun et que des petits moyens simplement qu'il faut mettre en place pour reconditionner et restructurer l'école manquent. Donc la réforme de l'éducation, ça fait partie du système. Il faut changer le paradigme. C'est-à-dire que tout ce qu'on enseigne aujourd'hui, vous voyez, lui, M. Thiauma, vous savez qu'il sort d'un ministère qui a traité de la question. Et il a également apporté beaucoup d'améliorations. Il a même trouvé des financements pour des programmes qui ont été implémentés au Cameroun, et notamment dans le septentrion. Sauf que ça reste encore, c'est resté très marginal parce qu'il faut une couverture nationale. Il faut que la jeunesse camerounaise bénéficie. Nous, à l'époque, nous avons bénéficié des bourses quand nous étions à l'université. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut trouver des mécanismes pour permettre à ce que les plus brillants aient des valeurs et puis être soutenus par l'initiative publique pour apporter dans ce rayonnement et leur savoir dans le développement. Sinon, nous restons toujours dans des schémas très restreints et puis on voit maintenant la fuite des cerveaux. Vous voyez tous les jeunes qui vont au Canada, c'est parce qu'il n'y a pas d'issue, ils n'ont pas de modèle. Ces jeunes-là prennent la route du désert parce qu'on ne les promet pas. Et même, vous voyez que l'ascenseur social est bloqué. On parle maintenant de copinage, on parle... voilà, c'est-à-dire un régime de cooptation. Très bien, Junior Abena, très bien, le message est passé. Malheureusement, la régie nous signale que le temps est escompté. Alors, pour sortir, vraiment, un message aux électeurs qui vous regardent pour clore l'émission. Pour sortir, le 6e chantier qu'on devrait finir, c'est le chantier de la diplomatie multipolaire. On aura peut-être l'occasion la prochaine fois de parler donc comment nous allons permettre de diversifier notre partenariat stratégique au cœur du Cameroun, dans nos frontières et dans la CEMAC et même au niveau du golfe de Guinée. Ça, c'est d'abord ça qu'il faut mettre en place avec tous les moyens qu'il faudra, c'est-à-dire le repositionnement du Cameroun et renforcer notre influence niveau macro et même au niveau de l'international. Ça, on en parlera. Mais moi je dirais pour finir que le peuple camerounais doit savoir qu'aujourd'hui, le candidat de la rupture, c'est M. Thiauma. Voici la carte. Je pense qu'on voit très bien. M. Thiauma, c'est lui là. Voilà. Donc c'est ce coupon qu'il faudra prendre. C'est du jaune. Voilà, le jaune, parce que vous savez que le drapeau du Cameroun, c'est le vert, rouge, jaune, dans 3 couleurs. Dans le vert, le premier président, le rouge, le premier président, qui est le deuxième président, et le jaune, vous voyez, donc c'est une providence. Donc nous sommes dans une logique. Donc jaune comme le coquille, jaune comme la sauce taro, c'est ce jaune qu'il faut choisir pour le changement, la rupture, parce que Issa Chiroma, c'est le candidat de la rupture, c'est le peuple au pouvoir. Donc voilà pourquoi nous sommes très rassurés de ce ralliement de tous les hommes politiques, de la société civile, aujourd'hui ralliés au cœur de la plateforme L'Union pour le changement avec notre candidat Issa Chiroma. Merci Junior Abena, merci pour cet entretien. C'était Espace de campagne. Restez scotchés sur les antennes de Global LTV pour suivre de fond en comble tout ce qui a trait à ce scrutin présidentiel très attendu. Junior Abena, merci, bonsoir et bon retour à vos activités. Je vous en prie.